question, est-ce que je crée une agence? Est-ce que je continue en tant que freelance? Est-ce qu'on peut mixer les deux? Est-ce qu'on peut être ambitieux en tant que freelance? Il m'a parlé de ton concept d'hyper freelance qui m'a clairement explosé la tête. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup en fait avaient commencé avec une activité vraiment de conseil de freelance. Et de là, après, avec la petite audience qu'ils avaient montée autour de leur apprentissage, ils lançaient des produits. C'est là du coup le modèle hyper freelance. Quand on parle de produits, moi je parle de sites, d'applis, de bouquins, de trucs que tu fais une fois qui peut continuer à se vendre. Tu peux, le rêve, dormir et faire l'argent en dormant. Il y a 3 temps, consulting, ce que tu dis, donc faire du conseil. Deuxième étape, tu crées des contenus, tu fais ce qu'aujourd'hui on appelle le building public. Et troisième temps, c'est la partie produit. Salut. Salut Benjamin. Ben, je t'appelle Ben. Ok, ouais. Ben. Je suis très content de t'avoir. Tu es la deuxième personne que j'invite au podcast, après Jean-Charles. Ça fait longtemps que je me dis, Ben, il faut que je le reçoive. Alors, on va parler de plein de choses dans ce podcast. Moi, je t'ai découvert il y a peut-être 2-3 ans, par le biais de Jean-Charles Kurdali, qui est venu précédemment sur ce podcast. Mais tu sais quoi, il y a plein de gens qui ne te connaissent pas. Donc, raconte-nous un peu ton parcours, qui tu es. Déjà, je te laisse te présenter. Ok. Donc, moi, je m'appelle Ben. J'ai 26 ans. Okay. J'ai écrit il y a 2 ans et demi, 2 ans, cet article qui s'appelle l'hyper freelance que tu as découvert sur le site de supercreative.design. Et depuis la fin, j'ai fini mes études il y a donc bientôt 4 ans maintenant. Et juste après, j'ai lancé un projet qui s'appelle Super Creative. Et avec Super Creative, j'ai construit plein d'outils pour les freelances. Et j'ai notamment écrit un peu d'articles et fait des vidéos sur le site de Super Creative pour aider les freelances à être plus productifs, créatifs. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait depuis 3-4 ans. Donc, on va parler de l'article de l'hyper freelance, puis de ce que tu veux. Exactement. Non, on va parler de l'article d'hyper freelance. Moi, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Ouais. Et je vais quand même te dire, avant de rentrer dans le cœur de l'article, je vais t'expliquer un peu pourquoi ça m'avait tellement impacté. En fait, quand tu es freelance, tu as besoin de contenu. Il n'y avait pas tant que ça de contenu il y a encore 2 ans, vraiment dédié aux freelance. Juste, je rappelle quand même le contexte. Ça veut dire, il y a, un peu avant le Covid, c'était l'argent coulé à flot dans l'univers des startups. Donc, tous les contenus sympas, c'était plutôt orienté startup. Il fallait lever des fonds. Donc, toi, en fait, il y a 2 ans, donc quand tu dis il y a 2 ans, tu as écrit cet article, tu as créé Super Creative. C'était période Covid, c'était quoi? En fait, c'était au début de la période du Covid. Ah, période du Covid. Juste avant cette période. C'était 6 mois avant le Covid. Ah, 6 mois avant le Covid. Ouais, donc ça va faire plutôt 3 ans. Ok. Je sais plus. Ouais, donc c'était 2020. Donc 3 ans c'est déjà. C'est ça. D'accord. Ouais, okay. Exactement. Et du coup, donc, en fait, moi, j'ai rencontré Jean-Charles. Ouais. Il m'a parlé. Alors, je me rappelle pas exactement comment ça s'est fait, mais de fil en aiguille. Donc, moi, j'ai suivi un coaching de Jean-Charles Kurdali. Je me posais pas mal de questions, introspection. Tu vois, je me posais questions. Est-ce que je crée une agence? Est-ce que je continue en tant que freelance? Est-ce qu'on peut mixer les deux? Est-ce qu'on peut être ambitieux en tant que freelance? Je me posais pas mal de questions qui me cassaient la tête depuis longtemps. Et moi, mon souvenir, c'est que j'étais en plein Covid. Et puis, de fil en aiguille, il m'a parlé de toi. Il m'a parlé de ton concept d'hyper freelance qui m'a clairement m'a explosé la tête. Moi, pour moi, je le dis, de toute façon, je l'ai même publié sur LinkedIn, etc. Pour moi, cet article, parce qu'en plus, l'avantage, c'est qu'il est très court. Il y a un petit graphique. De toute façon, je mettrai le lien de l'article. Cet article-là, il m'a éclairé les yeux. Il m'a beaucoup apaisé. Il m'a ouvert de nouvelles perspectives. Mais avant de rentrer, de te raconter un petit peu plus même comment je l'ai après utilisé dans mon développement, rappelle-nous un peu les grandes étapes. Alors, de ce que tu appelles toi être un hyper freelance. Comment tu décris ça? Ouais. Alors un peu de contexte peut-être. Moi j'avais essayé j'ai toujours lancé plein de projets. Ma mère est freelance et j'ai commencé aussi à faire des missions freelance à 16 ans. Ok. Donc il y a 10 ans maintenant. Et j'étais à une phase avant d'écrire l'article où j'essayais de comprendre le fil rouge, le point commun parmi tous les gens que j'admirais sur Twitter en ligne.
Et ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup, en fait, avaient commencé avec une activité vraiment plus de conseils de freelance. De ça, ils ont vachement partagé tout ce qu'ils avaient appris sur un blog, sur YouTube, sur Twitter. Juste, ils partageaient leurs expériences freelance. Et de là, après, avec la petite audience qu'ils avaient montée autour de leur apprentissage, ils lançaient des produits. Donc c'est là, du coup, le modèle hyper freelance. Ce côté, on apprend avec des expériences de clients, de conseils. On les accompagne, on se spécialise. De là, on partage tout ce qu'on apprend sur n'importe quel format de partage, que ce soit un podcast, des formations payantes, gratuites, pour apparaître premièrement un peu comme quelqu'un qui juste est honnête, transparent sur ce qu'il apprend et par conséquence, on apparaît un peu comme un expert de fil en aiguille. Et ça a une vraie valeur aujourd'hui. Non seulement parce que les clients, du coup, vous trouvent par tous ces contenus que vous avez créés, mais deuxièmement, parce que cette audience-là, après, on peut interagir avec elle, comprendre ses problématiques, les accompagner, et donc c'est un très bon terroir pour lancer après des produits. Donc quand on parle de produits, moi je parle de sites, d'applis, de bouquins, de trucs que tu fais une fois, qui peut continuer à se vendre après, et donc qui est justement vachement décorrélé de ton temps. Donc on passe d'un truc très corrélé à ton temps. Tu vends ton temps à un client qui va acheter tes prestations en SEO ou en web design, à un truc où tu fais du contenu et donc qui commence à se décorréler, à la création d'un produit où tu peux, le rêve, dormir et te faire l'argent en dormant, donc le fameux. Voilà. Bon, ça c'est un peu les grandes lignes de cet article. Ouais, vas-y, tu voulais... Non, mais c'est super ce que tu dis. Mais alors, je reprends, en fait, il y a 3 temps. Consulting, ce que tu dis, donc faire du conseil. Tu fais de la prestation, tu vends du temps. Il n'y a pas tellement le choix. C'est aussi à court terme ce qui est le plus rentable, donc c'est top. Deuxième étape, tu crées des contenus, tu fais ce qu'aujourd'hui on appelle le build in public. Donc ça c'est profitable parce que toi tu développes déjà un certain esprit de synthèse, ça te permet de faire un peu le bilan, et aussi au-delà de ça, tu crées ton audience. Donc là c'est ce que tu as appelé toi éducation. Education, peut-être en anglais, ça veut dire un peu plus large en fait, c'est la partie un peu formation, création de contenu. Et troisième temps, c'est la partie produit. Produit ici, alors chez toi, c'est ça qui est sympa aussi, que j'ai bien aimé dans l'article, et même par rapport à ton projet, ce que tu fais actuellement avec Super Creative. Ce qui est intéressant quand on dit produit, ça peut être aussi des mini-produits. Tu as cité un bouquin, mais un bouquin ça fait un peu peur peut-être, mais ça peut être des fois même, je vois, un template Notion. Ça peut être vraiment un micro-produit, une petite formation très courte. Ça peut être vraiment toutes sortes de petits produits décorrélés de ton temps, mais finalement qui sont pas forcément des produits hyper complets, des produits de start-up. Et donc c'est ce que tu as appelé, on va dire, product ou produit. Donc c'est 3 temps: consulting, education et product. Mais effectivement, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ça paraît peut-être d'une certaine façon un peu évident, mais moi je mettrais un petit bémol si tu veux, c'est que la plupart du temps, les gens imaginent attaquer directement par product. Ils veulent, moi j'ai encore eu récemment, tu vois, une anecdote, je rencontre quelqu'un, il me dit, voilà, je suis consultant SEO, mais ça m'emmerde et tout, j'ai commencé, et je lui dis, pourquoi ça t'emmerde? Ouais, parce que de toute façon, je peux pas scaler, quoi. Je peux pas. Et en fait, il a le rêve de scaler, et c'est vrai que, clairement, dans le consulting, tu peux pas scaler. Dans la création de contenu ou dans l'éducation, tu commences, comme tu dis, un peu à scaler parce que tes contenus, ils peuvent être lus quand tu dors, si tu veux, dans un sens. Donc, c'est pas, une fois que tu as fait un podcast, il est vu, ça dépend moins de ton temps. Donc, c'est top. Mais encore une fois, c'est pas un SaaS, c'est pas un product, une cash machine. C'est difficile, en tout cas, d'en vivre complètement, à moins de faire des millions de vues, etc. Et souvent, il y a pour moi, je l'appellerais un peu cette illusion du product rapide, et t'as pas l'expérience du conseil, t'as pas d'audience, et en fait, c'est un peu la cata. Et en réalité, t'as beaucoup de gens qui gagneraient, même, j'ai envie de dire, mais à la limite, même une start-up
Ça veut dire pas forcément d'ailleurs un freelance gagnerait aussi. Et moi je l'ai vu en fait, si tu veux, par rapport à pas mal de startups avec lesquelles j'ai bossé, qui en fait ne te le disent pas, mais ils répétaient ce modèle. C'est-à-dire en fait, j'ai un exemple en tête d'une startup qui avait levé des fonds. Ils n'étaient pas rentables sur leur ils n'étaient pas du tout rentables en fait sur ce qu'ils faisaient, mais bon, ils étaient en confiance. D'ailleurs, ils ont fait un petit exit sympa. Mais pour faire du cash, ils faisaient de la presta. Ils vendaient du temps, mais ils le mettaient pas en avant. Ils créaient des contenus. Et évidemment, ce qui est au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, c'est le product qui a été vendu et c'est là-dessus qu'ils ont fait un exit. Mais la trame, ou en fait le paradigme que tu décris, pour moi, il est assez pertinent parce que eux, grâce à cette prestation physique où ils ont vendu du temps homme, etc., ils ont affiné leurs produits, ils ont eu des contacts avec des entreprises. Alors, ok, c'était pas exactement le produit qu'ils avaient en tête, mais ça leur a permis aussi peut-être d'avoir déjà du cash, de mieux comprendre les entreprises clientes, mieux construire le produit. Donc ça a pas mal d'intérêt. Mais du coup, si tu veux, toi, pour bien comprendre comment ça c'est que pourquoi comment dire, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment tu t'es dit, je vais écrire cet article, comment cette question elle est arrivée chez toi. C'était des recherches, tu vois. Je regardais, je prenais des notes, je me renseignais, j'ai commencé à faire une petite base de données Notion avec tous les gens que j'admirais en essayant de faire un découpage de ce qu'ils avaient fait dans le passé. Et de là, tu vois, j'avais un ensemble de notes. Je me suis dit, je vais juste le partager, je pense que c'est le mieux à faire. J'ai fait ces petits graphiques qui ont aidé à rendre le truc plus intéressant ou pertinent, ou je sais pas. Et en fait, sur le moment venu, quand je l'ai partagé, ça a bien marché dans la communauté de Indie Hackers en ligne. Et ensuite, ça a eu un peu après, peut-être je pense 6 mois après, c'était vraiment en France et surtout à Paris. Ça a pris, j'ai reçu pas mal de messages après. Parce que je sais pas pourquoi il y avait plus un écho à Paris que dans le reste. C'est peut-être juste par mon réseau et peut-être par JCK. Peut-être aussi parce que c'était le Covid. Mais de tous mes articles, c'est toujours, même aujourd'hui, c'est celui qui est le plus lu, celui qui est le plus partagé. Et oui, il touche beaucoup de gens parce que, comme tu l'as dit, je pense qu'il donne en tant que freelance, il te permet de savoir comment être plus ambitieux. Ouais. En fait, c'est exactement ça, si tu veux. Moi alors, ça va te paraître un peu fou, mais en fait, j'ai envie de te dire, regarde, moi, pendant 3 ans, 2-3 ans, j'étais sur cette problématique. C'est est-ce que je me cantonne à un métier de freelance et je perds toute ambition? Ouais. Et il n'y a pas de jeu infini, ce que j'appellerais, tu vois. Ouais. Ou bien, je joue un jeu infini, donc on va dire avec beaucoup d'ambition, mais il n'y aura pas de cash. Et quand je faisais du cash, j'étais frustré de ne pas être sur un jeu infini. Et quand j'ai moi-même dirigé une startup où je faisais pas de cash, où je gagnais pas d'argent, c'était pas très vivable au final, si tu veux, financièrement. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de possibilité de marier les deux, de dire non, tu peux faire du cash et en même temps ne pas perdre de vue un enjeu, on va dire, de décorréler ton temps des revenus que tu gagnes. Et ça, pour moi, pour moi, l'impact majeur, si tu veux, de ton article, c'était ça. C'était de dire, non, en fait, tu sais, c'est très bien de commencer par le consulting. Et aujourd'hui, c'est ce que je conseille à pas mal de gens, au final. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, je leur dis, tiens, commence freelance, quelle est ton expérience en tant que freelance? Tu découvres aussi ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Ça te permet aussi de démystifier, tu apprends plein de choses. La création de contenu, c'est quelque chose qui maintenant est devenu assez clair pour moi. Et ce qui est sympa dans ton article, c'est aussi de se rendre compte que ce sont des boucles une sorte de cercle vertueux. C'est-à-dire que la création de contenu, elle provient d'où? Elle provient du consulting, des clients que tu as, de ce que tu apprends. Donc tu pars pas, c'est pas de la création de contenu décorrélée, on va dire, de ton travail de consultant. Et tout ça cumulé, à un moment donné, tu peux avancer en termes de produits. Moi, personnellement, par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de dire consulting, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait même peut-être trop. J'ai fait trop de consulting. Tu vois, dans mon cas, moi, c'est fait. J'en ai parlé dans une vidéo. J'ai fait des centaines de missions sur Malte. J'ai fait beaucoup de travail, on va dire, en tant que consultant. Et finalement, très peu de contenu. Moi, ça fait à peine 1 an que j'écris des contenus. J'ai mis du temps à comprendre l'importance. Et pour moi, c'était trop, on va dire, différent du consulting. Je voyais pas l'intérêt. Et
un des éléments aussi, un des apports de ton article, c'est de comprendre comment tout ça, ça a une cohérence globale. C'est-à-dire qu'il y a le côté ambition, mais aussi l'aspect cohérence. C'est-à-dire de dire, attends, consulting, éducation, produit. Et en fait, tout est cohérent. Tu veux un super produit, ben, c'est super d'avoir une audience. Si demain, tu as un produit et tout dépend de la pub, c'est un peu nul. Si tu as un super produit et au final, je veux dire, tu penses qu'il est bon, mais tu l'as pas vérifié, tu connais pas la problématique de tes clients, c'est un peu plus compliqué. Donc moi j'ai bien aimé. Moi, on va dire aujourd'hui, si tu veux, je vais au bout d'un an seulement, j'ai pris ton modèle, ça a été un peu ma ligne directrice sur les 12 derniers mois. Je me suis dit, tiens, bon, Ben, il m'a ouvert la voie. Je vais faire ce qu'il dit. Donc, tu vois, moi, j'ai fait des centaines de missions sur Malte. Ça m'a ouvert l'esprit. Je me dis, tiens, bah, faisons de l'éducation, créons des contenus. Donc, j'ai fait plein de contenus sur LinkedIn. J'ai fait un guide gratuit. J'ai commencé à dire, ben, tiens, faisons un peu de coaching là-dessus. Voilà, faisons un peu de consulting un peu différent. Et là, maintenant, je commence à sortir ma formation bientôt pour un freelance. Tu vois, c'est un première brique de ce que peut faire un freelance. Et donc là, j'ai une belle communauté. Je crois qu'en un an, j'ai gagné, je sais pas, 5000 abonnés à peu près sur LinkedIn. J'ai fait peut-être même une centaine pratiquement de coaching, de webinars. Donc là, entre les webinars, le guide gratuit, les contenus que j'ai créés, j'ai été beaucoup plus visible. Et ça a été très profitable. Et aujourd'hui, je commence à sortir mon premier produit. Mais je me dis, même sur le produit, probablement que je ferai beaucoup moins d'argent que ce que je peux faire en consulting. Et si tu veux, l'intérêt de ton graphique, c'est aussi il y a la notion de temps, mais aussi la notion de cash. Au final, le consulting, pendant très longtemps, et ça risque d'être mon cas maintenant aujourd'hui, encore longtemps, le consulting, c'est ce qui va m'apporter de l'argent. Peut-être que je vais réussir à monétiser de l'éducation et du produit, mais c'est un horizon long terme, c'est pas un horizon court terme. Et ça, pour moi, tu vois, il y avait la cohérence, l'horizon, et aussi de le corréler par rapport au cash que tu peux obtenir. Ça veut dire, il y a des gens qui se disent, tiens, je vais créer des contenus, je vais faire du cash, et quand je parle à des youtubeurs, des infopreneurs, quand tu vois ce qu'ils gagnent, eux, sur même des bons, en termes de contenu éducationnel, souvent, c'est pas fort. En produit, quand tu as une très belle audience, c'est excellent. Mais souvent, même eux, tu as raison, ils sont souvent consultants. Ils font du consulting, ce qui leur a permis de créer ces contenus, de les financer. Et c'est important Moi, j'ai bien aimé le terme hyper freelance. Je sais pas comment il était venu, ce terme-là, tu vois, de super freelance. Aujourd'hui, on parle de solopreneur. Mais là, hyper freelance, moi, c'est un terme que j'aime bien. Je sais pas d'ailleurs si tu vois une différence entre hyper freelance et solopreneur. Le terme est venu parce que je me suis vite rendu compte, en écrivant ce truc, à quel point, si tu tendais un peu le truc, si tu voyais à terme à quoi ça pourrait ressembler d'être vraiment hyper freelance ou freelance qui fait ces trois trucs en même temps, c'était une activité d'hyperactif, enfin de malade mental. Alors, c'est bien que tu le dises parce que j'ai été, il y a pas longtemps, j'étais invité aux 10 ans de Malte. Et du coup, je rencontre plein de stars freelance, tu vois. Il y avait, je sais pas, le top 1% ou top 0,1%, je sais pas combien. Peut-être 0,1% parce que je crois qu'ils ont des centaines de milliers de freelance, donc on était peut-être 100, 200, je sais pas. Et là, j'ai vu plein de catégories de freelance. Et en fait, l'énorme majorité, c'est plutôt des salariés dans l'esprit, dans le mindset. Ils n'ont pas du tout le mindset de l'hyper-freelance, de l'hyperactif que tu décris. Ils veulent juste de l'indépendance en termes de statut, pas mal de liberté en termes d'organisation. Mais au final, ils n'ont pas du tout envie de faire ce que tu décris. Donc c'est vrai que je pense que c'est que ça, en tout cas de dire ce sont des hyperactifs, je pense que c'est important. Ouais. C'est-à-dire que toi, j'imagine, du coup, c'est peut-être tu t'es entouré d'hyperactifs, mais tu sais que c'est pas tout le monde. Ouais. Et en fait, quand on en parle, du coup, ça va faire 3 ans du coup, que j'ai écrit ce truc. Quand je l'ai écrit, c'était juste une observation. Moi, j'étais pas hyper freelance, tu vois. C'était juste un idéal auquel je voulais tendre. Et peu à peu, en devenant hyper freelance, je me suis rendu compte vraiment des limites du truc. Et j'en ai parlé un peu après. J'ai écrit un peu mon expérience en ligne sur ce que c'était que de faire 3 jobs à plein temps sur une semaine ou un mois. Enfin, c'est vraiment pousser les limites, quoi. Mais toi, ça te correspond? Tu fréquentes, je sais, des personnes qui te ressemblent et qui sont comme ça, qui sont un peu hyperactives. Après, je suis pas psychologue, etc. Je pourrais pas te dire exactement ce que c'est un hyperactif, mais c'est vrai que ce sont des personnes qui, au-delà de l'ambition, ont besoin de faire plein de choses, quoi. Et sont suffisamment couteau suisse, n'ont pas tellement peur. Et finalement, ils sont pas complètement éloignés de cet esprit du scale.
Ça veut dire maintenant, Jean-Charles, il m'avait parlé de toi, mais il m'avait parlé aussi d'un autre garçon qui s'appelle Elliot Meunier. Il m'avait parlé d'Ulysse Lubin. Et quand je vous ai vu, vous trois, dans une même vidéo, j'ai dit tiens, c'est quand même marrant. Ces fameux hyper freelance, ils se retrouvent quand même. Il y a des créateurs de contenu qui se retrouvent. Après, je sais pas à quel point peut-être vous n'êtes pas du tout représentatif de la communauté des freelances mais bon, en même temps, je trouve que ça inspire quand même pas mal de gens aussi. Alors, ce qui est intéressant, tu vois, chez Elliot et Ulysse, c'est qu'on a quand même un point commun. Je pense que les gens qui sont attirés par ce genre de modèle, c'est des gens qui ont été intéressés par les idéaux des startups. Oui. C'est souvent des gens qui ont lancé des projets avant, qui voulaient faire des startups, qui se sont rendus compte qu'en fait, être indépendant, c'était super bien. Souvent, c'est des reconvertis de start-upers. Ouais, c'est vrai. Et donc ça, c'est un point un peu commun. Moi, donc j'ai vécu le truc de l'hyper-freelance pendant 2 ans. Oui. Finalement, tu peux aussi expliquer le modèle en disant que juste tu diversifies ton activité, tu vois, plutôt que faire juste du freelancing, tu fais 2 trucs sur le côté qui contribuent, qui ont des cercles vertueux. Donc, c'est la diversification. La diversification, dans n'importe quel système, le point positif, c'est que tu peux trouver une activité qui te correspond mieux, qui est plus profitable, qui permet de solidifier quelque chose. L'inconvénient, c'est toujours de perdre un peu un sens, c'est de perdre son focus, tu vois, se perdre en fait dedans. Je pense que quand tu as 5 clients par mois, 200 élèves et 2000 clients à gérer en même temps, vite, sur un espace de quelques mois, tu te rends compte que c'est pas tenable. Enfin, c'est super dur, quoi. Donc, faut soit limiter ce que tu fais, donc prendre moins de clients ou faire moins de formations. Enfin, faut réguler, quoi. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire après 2 ans, c'est de me dire, je vais me concentrer que sur un truc. C'est-à-dire que si on résume à consulting, education et product, je me suis concentré que sur product depuis 1 an et ça a été super, tu vois, finalement d'utiliser ce modèle comme un moyen de découvrir ce que je voulais vraiment faire. En fait, si tu veux, d'ailleurs, ça c'est un terme que Jean-Charles utilise dans son bouquin qui sort bientôt. C'est la notion aussi de phase de vie, tu vois. C'est-à-dire que tu peux, dans ce modèle-là, tu peux dire bon là, je suis dans la phase product, donc je vais vraiment me consacrer là-dedans à fond. Là, tu en fais un contenu, donc il y a des gens qui vont te découvrir grâce à ce contenu. Ça exclut pas que tu peux faire aussi peut-être une mission de consulting ici ou là, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même cette notion de régulation où c'est difficile de dire un tiers. Ça n'a pas vraiment de sens, c'est pas possible. Moi, dans mon cas, si tu veux, aujourd'hui, je me considère pas non plus un hyper freelance à 100%. Parce qu'en fait, si tu veux, le consulting, ça reste quand même 90% de mon activité. J'ai envie de dire, allez, même 95%, 90-95%. Je fais 5% de contenu. 5-10% de mon temps, il va être sur du contenu. Et je fais pratiquement 0,5-1% en produit. Tu vois, c'est le truc sur lequel j'essaie d'avancer. Mais j'aimerais bien, à terme, me dire, allez, 75% consulting. Allez, 15% éducation. Et peut-être si demain, il reste 10% pour du product, pourquoi pas. Mais... Mais peut-être que tu vois, ça a du sens et à terme, tu y arriveras. Je te le souhaite. Moi, je ressors de cette phase-là, du coup, d'hyper-freelance. Et tu vois, je suis presque à me dire, mais parfois, cet article a inspiré pas mal de monde. Oui. Et ça a poussé les gens à faire plein de trucs sur le côté, à tester plein de choses. Génial. Mais à le prendre un peu trop au pied de la lettre, au pied de la lettre, ouais. Pied de la lettre, ouais. En fait, c'est carrément casse-gueule. Et c'est pour ça que, maintenant, je trouve ça même important que je mette les gros disclaimers, les gros bémols du truc, parce que ça peut être dangereux, tu vois, de se mettre trop dans un idéal, dans un délire. Moi, ça me fait peur. Et puis, il y a un autre point aussi hyper important. Pour moi, quand on est freelance, ou quand on est solopreneur, ou quand on est... c'est que la solitude du truc. Enfin, les stats, c'est toujours aberrant de voir à quel point les gens restent freelance très peu. Enfin, pas si longtemps que ça.
en France. Ouais. Ils restent freelance de 3 ans. Puis ensuite, soit ils rejoignent une entreprise, soit ils arrêtent leur activité. Soit... C'est vrai que parce que c'est super dur. Ouais, c'est super dur parce que c'est quand même très solitaire. Donc, quand tu es hyper freelance, ça change rien. Si ce n'est, ça exacerbe, tu vois, ces solitudes de se retrouver avec tellement de travail, finalement s'enfermer dans son travail. C'est un autre truc qu'il faut prendre en compte. Alors, tu as raison de mettre ces 2 points, parce qu'effectivement, tu as raison de dire qu'il y a des limites à ce modèle, surtout si on les prend trop à la lettre. Mais je veux dire, tous les modèles, dès que tu les prends à la lettre, c'est dangereux. Mais effectivement, toi, tu mets en avant donc effectivement la solitude du freelance, ou la solitude de l'hyper-freelance, il y a un danger. Il y a aussi, et je suis d'accord avec toi, il y a plein de freelances pour qui ça correspond pas de toutes les façons. Il y a un côté, on en avait parlé une fois, ce côté un peu testostéroné, si tu veux, hyper ambitieux, qui est un peu chiant au final, parce que tu sais pas très bien. C'est-à-dire le côté l'hyperactif dans toute sa splendeur. Il y a un truc, si on va complètement appliquer toutes les méthodes foireuses des startups et on va les appliquer au modèle du freelance, c'est parti pour du burn-out. Voilà. Donc c'est clair qu'il y a un danger à ça. On voit bien, mais d'ailleurs là en ce moment, tu vois, on est sur une hype solopreneur freelance et on a un peu. Il y a beaucoup de gens qui crachent sur le modèle des startups, parfois à raison, parfois à tort. Hein, c'est pas, même si je pense que c'est un bon retour de bâton et on va arriver à un certain équilibre bientôt. Mais tu vois, il y a quand même un point sur lequel je veux revenir, ce que tu disais. C'est que tu disais, les hyper freelance, ça reste quand même des gens qui, ceux pour lesquels peut-être ce modèle est assez adapté, c'est des gens qui sont des déçus un peu de l'univers des startups ou qui en reviennent. Ou qui ont connu une expérience startup, donc assez ambitieuse. C'est vrai que je me suis rendu compte que si quelqu'un il recherche un job ou qui a une expérience salariale ou qui a assez corporate, qui a connu et qui n'a pas connu tellement l'univers de startup, t'as raison, c'est pas son délire. Moi personnellement, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé, j'en reparle à nouveau si tu veux, c'est que moi pendant 2 ans j'ai créé une startup, ça n'a pas marché comme je voulais, et ensuite par hasard je me suis retrouvé freelance, mais pour moi c'était par défaut. Parce que, si tu veux, c'était être freelance, c'était ne pas avoir d'ambition, c'était juste du cash court terme. Mais soit t'étais, il fallait être créateur d'entreprise. Et startup, c'était le vrai game, tu vois. Là, t'étais skin in the game. Si t'étais freelance, t'étais juste un vendeur de pelles, t'étais pas un chercheur d'or. Et honnêtement, pendant 4-5 ans, ça a été mon mindset. C'est-à-dire, moi, si tu veux, de 2013 à 2015, j'avais ma startup. 2015, je foire, je me mets en freelance. Et là, j'ai mis des années, tu vois, jusqu'à peut-être, j'ai envie de dire, les 5 ans, où ça marchait bien en tant que free. Mais je me suis dit, bon, dès que j'ai une bonne idée de start-up, j'arrête et je crée une vraie start-up. Il me faut un bon associé, un bon produit. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Et même pendant, c'est long quand même, 5 ans free, alors que ça marchait bien, c'était pour moi un peu une voie de garage. Et quand j'ai voulu créer une agence, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Parce que j'étais trop habitué à travailler, avec beaucoup d'autonomie. Et créer une agence, c'était pas pour moi. Le lien de subordination, c'était quelque chose que j'appréciais pas personnellement. Et je me voyais pas manager d'autres personnes sous ce format. Et j'étais vraiment pas très à l'aise entre est-ce que je suis freelance, est-ce que je crée une start-up, je crée une agence. Il y avait un peu cette, mais je me reconnais bien dans ce que tu décris. Et quand j'ai lu ton article, je me dis tiens, enfin. Peut-être je peux être ambitieux, je reste freelance, je fais du consulting, ça a du sens. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que je fais, c'est-à-dire que je reste free, j'ai une activité, alors que j'appellerais encore consulting, mais un peu différente, qui est via le collectif de freelance que j'ai créé. Donc en 2018-2019, j'ai commencé à développer un collectif. Pendant, on va dire, 2020, jusqu'à 2022, pendant le Covid, c'était pas très clair, c'était un peu hybride. Est-ce qu'on est une agence, est-ce qu'on est un collectif? Là, clairement, c'est un collectif, tout le monde est indépendant. Donc, ça change pas mal de choses. Donc là, j'ai une activité un peu plus collective, mais ça reste de la vente de temps. Et on va doucement à notre rythme sur la création d'une audience, le développement de produits, doucement, même si, voilà, comme je te disais, on est à 90% finalement sur du consulting. Mais c'est vrai, pour revenir en tout cas aux limites, parce que je pense que c'est important, il y a peut-être d'autres limites que tu avais en tête, mais je suis d'accord sur le modèle, il y a clairement peut-être des choses à redire, tu vois, et s'il y a des commentaires... Il y a une grosse limite que je vois, enfin, que j'ai vu en l'écrivant le truc, c'est le poids que tu prends quand tu appliques des notions justement de start-up, d'organisation, donc
un groupe de personnes sur l'individu. L'individu, du coup, fait potentiellement le travail de plusieurs personnes parce qu'il doit faire sa compta, parce qu'il doit prospecter des clients, parce que ça, c'est un poids que tu accumules quand tu travailles pour toi-même, en tant que freelance, en tant que le solopreneur, en tant qu'hyper freelance, ce que tu veux. Et non seulement ce poids est difficile à porter, parce que du coup, tu as juste plus de travail à faire, c'est aussi difficile, je pense, d'être entrepreneur de soi-même, c'est-à-dire de se conceptualiser comme un produit, comme une mini start-up individuelle, tu vois. Ça, je pense que c'est aussi un peu dangereux potentiellement, tu vois. Dans quel sens, par exemple, ce serait dangereux pour toi? Le côté, dans le sens où, quand on est dans une société hyper individualiste, où chacun est dans son petit coin à fond en appliquant les règles et les idéaux de start-up, mais sur soi-même, putain, c'est super dur de te mettre une pression que une start-up de 20 personnes pourrait se mettre, tu vois. C'est dangereux aussi. Enfin, tu vois, je dis un peu dangereux. Non, mais tu as raison, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a un écart, en fait, entre avoir de l'ambition saine et avoir une ambition qui est complètement démesurée, qui te fait du mal. Et alors, j'ai envie de dire, tu vois, moi je suis très reconnaissant quand même à l'univers des startups, parce que The Family avait insufflé, en tout cas dans l'écosystème français, parce que ça, il y a une sorte de barrière mentale, où il y a des croyances limitantes qui ont sauté. Maintenant, c'est vrai, j'entends ce que tu dis sur l'idée d'une société hyper individualiste. On le voit maintenant, tu vois, on voit pas mal de dérives, de gens qui commencent à raconter des conneries. Ça énerve tout le monde, tu vois, le SMIC LinkedIn. Il y a des concepts un peu lourds, quoi, qui sont arrivés, où faut toujours faire plus de cash. Et en fait, la destination, elle est un peu folle, et puis le voyage, on l'oublie un peu. Et souvent, en fait, ouais, là, c'est souvent ce qui va se passer, c'est que ça risque de cracher. Et on va arriver on peut arriver à des délires comme on l'a vu dans les startups, quoi. Mais donc, si on fait la contrebalance de ça, il y a quand même un truc super agréable quand tu es freelance. Tu vois, enfin, quand on découpe un peu tout ça, en tant que freelance, tu peux avoir une sensation très agréable d'être content du travail que tu as fait, du délivrable. Oui. Tu vois, être fier de ça. Ça, c'est un sentiment super agréable. Et une sensation un peu d'artisanat, tu vois, de travailler. Ça, c'est génial. Quand tu partages quelque chose, que ça soit sur un blog, sur un podcast, et que ça inspire des gens qui t'envoient des messages, et que ça, c'est aussi super agréable. Pareil, quand tu as fait un produit et tu vois qu'il y a plein de gens qui l'utilisent tous les jours, tu te sens utile. Bon, tout ça, c'est génial comme sensation. Ben, tu vois, par exemple, ça par exemple, je prends mon cas. Tu vois, il y a un an, je ne savais pas vraiment de quoi tu parlais, si ce n'est un client satisfait. Donc on a évidemment, j'ai des clients satisfaits, etc. Mais c'est vrai que par exemple, sur la création de contenu, création de produits, comme c'est nouveau pour moi, là maintenant c'est quasi quotidien. Je te promets, je te montre mon LinkedIn, j'ai quasiment tous les jours un gars qui me dit: tiens Emmanuel, j'ai suivi tes conseils à la lettre, j'ai plein de missions. Voilà, merci beaucoup. J'ai suivi ta vidéo, T'as raison qu'en fait, ça, on n'en parle pas, parce que c'est pas du cash, voilà. C'est pas, je veux dire, voilà, combien d'avis j'ai reçus, j'en sais rien. En plus, c'est des trucs qui sont envoyés en message privé, donc ne va pas forcément les publier. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est ton petit boost de la journée, quoi. Tu te dis waouh, c'est sympa, tu aides. Mais c'est intéressant ce que tu dis. On en a parlé, tu sais, avec Jean-Charles hier. En fait, si tu veux, Jean-Charles en fait disait un point. Il a fini son bouquin sur l'idée de construire cette deuxième montagne, de construire un jardin d'Épicure, en fait, de commencer aussi à laisser un héritage et penser un peu à autrui, tu vois, c'est-à-dire de se dire, bon, je fais tout ça, mais ça a un impact sur les autres. Et ça, c'est intéressant parce que il y a deux choses. C'est un peu le contre-pied traditionnel. Souvent, quand tu vas rencontrer des gens qui sont dans le partage, ils vont créer une association. Tu vois, c'est un peu comme si tu te dis, j'ai pas d'argent, mais je vais aider. T'as pas vraiment de quoi partager. Et en fait, quand tu crées des contenus, tu crées de la qualité et que ça a un impact et que les gens te remercient, et ça provient finalement de la richesse de tes expériences. Donc, tu es riche de tes expériences grâce au consulting.
tu partages ce contenu, ça a un impact sur les gens, ils te remercient, etc. C'est vrai que c'est peut-être un peu la finalité. C'est vraiment la finalité et c'est pas les fameux, tiens, je fais 20 000 euros ce mois-ci. Alors, ça fait le buzz sur Internet, ça fait le buzz, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas forcément ce qui te remplit vraiment. Il y a un aspect dans l'hyper freelance qui te fait peur, si je comprends bien, c'est le côté hyper seul, en fait. Hyper auto-centré, hyper égocentrique. J'ai un exemple, si tu veux, là-dessus, j'ai rencontré un client récemment, tu vois, qui était un super infopreneur, il avait très bien sa vie. Ça a été super dur de bosser avec lui, tu vois. J'avais l'impression de bosser avec un enfant gâté qui était enfermé dans sa bulle. Il vit trop dans le confort, tu vois. Ça veut dire ses interlocuteurs, c'est tous, tu vois, des stagiaires, des alternants. Il est tout seul sur son piédestal, sur sa montagne. Il gagne plein d'argent seul. C'est génial, mais ça le met dans une position de confort où tu vois, il perd un peu une vision. Alors, pas de build au sens de construction, parce qu'il construit très bien, il gagne très bien sa vie, c'est mieux qu'une start-up. Mais c'est vrai que ça manque, en tout cas. Il y a effectivement ce que tu décris, c'est-à-dire que c'est un peu dur de travailler avec une personne comme ça ou d'échanger avec lui. Alors, il y a des gens qui le suivent, donc il fait plaisir à plein de monde, mais tu te rends compte quand même que c'est. Je sais pas, voilà, dès que tu le connais, tu connais un peu, voilà, des infopreneurs qui cartonnent, tu te rends compte qu'ils ont une vie assez seule. Ça veut dire, peut-être d'ailleurs, c'est un des apports majeurs des collectifs de freelance. Il y a beaucoup de freelance qui, à un moment donné, se disent bon, je peux pas retourner dans une entreprise, mais je rejoins un collectif, au moins en partie. Alors, je prends des missions, mais j'ai des pairs, je travaille avec d'autres. Donc, j'entends, mais c'est important, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a tout l'aspect positif du modèle et les limites. Mais toi, alors justement, où tu en es là actuellement? Et ben, donc là, on est en 2020, le Covid frappe, et frappe dur. Et moi, je me retrouve du coup à me dire, voilà, j'ai écrit cet article qui est théorique. Moi, je ne suis pas hyper freelance. Je vais devenir hyper freelance. J'avais déjà des clients en web design et juste en design de marque et tout. Du coup, je me dis, bon, j'ai commencé à faire du contenu, à faire des articles, à faire une chaîne YouTube. J'adorais ça depuis tout petit. Je fais des vidéos, des trucs comme ça. Il me manque le dernier truc, il me manque le produit. Donc, je fais un pack Notion, qui est un peu le premier pack Notion, qui a cartonné, qui a financé ma vie pendant 2 ans, 3 ans. Ouais. Ah, on peut pas dire aux téléspectateurs, enfin aux followers, mais t'en as vendu combien à peu près de ce pack Notion? Plus de 1000, 1200. 1200, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais, Et plus, ouais. Dans le monde entier? Dans le monde entier. Ça représente combien? C'est combien en chiffre d'affaires? C'est assez pour vivre bien pendant 2 ans, quoi. D'accord. Donc, parce qu'ils étaient à 80 euros. Et en fait, c'était. Tu as mis combien de temps pour les créer? C'est ça le truc. C'est que, bon. Je vais être honnête là-dessus aussi. C'est en début de septembre 2020, je fais un tweet, je dis c'est quand même dingue, moi je suis freelance, j'utilise Notion pour collaborer avec mes clients. Notion, c'était encore un peu nouveau à l'époque. Je dis c'est un super outil pour cette collaboration et ça serait trop bien que on partage un peu nos docs et tout. Le tweet est bien reçu et de là je fais une petite page sur Gumroad pour prévendre le truc. J'ai dit prévendre, je me dis ok, il faut faire le truc. Sur Gumroad à l'époque, tu pouvais prévendre, mais que si tu avais une date de lancement. Je m'étais mis 2 semaines. Oh. Du coup, j'ai fait le truc en 2 semaines. J'ai juste bossé comme un fou furieux. Et à la fin, c'est sorti et je l'ai mis sur Product Hunt. C'était la première fois que ça existait, un truc comme ça. Ça a eu vraiment un effet boule de neige où après j'étais invité sur des trucs un peu liés à Notion, qui a ramené plus de gens, qui achetaient machin. Et donc... voilà, tu regardes ça, tu te dis waouh, ça a pris que 2 semaines. Pas tout à fait, parce que finalement, quand je suis passé sur les podcasts, sur les chaînes YouTube, ça c'était du temps. Donc bon, tu l'as entretenu après. Et je l'ai entretenu un tout petit peu après, mais pas tant que ça. Mais donc c'est pas tout à fait vrai que j'ai passé 2 semaines. J'ai plutôt passé 1 ou 2 mois en tout sur ce projet-là. D'accord. Donc bon, finalement, passer 1 ou 2 mois pour que ça paye ta vie pendant 3 heures, c'est magnifique. Mais c'est là le truc, c'est que j'ai été extrêmement chanceux. Oui, mais en fait, j'ai envie de te dire, mais imagine même que tu aurais fait beaucoup moins. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que dans le process, même si tu n'en avais pas vendu 1000, tu en avais vendu 100, ça aurait été aussi déjà super. Ça veut dire... ça aurait été oui, mais... Ouais.
Pour moi, enfin, au-delà de l'argent, si tu veux, déjà que tu as gagné la confiance, moi je sais que ça me fait toujours quelque chose quand tu as un virement Stripe, tu dis tiens, c'est marrant, le mec il te connaît pas. C'est clair, ça ouvre les perspectives, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est un peu. C'est un peu une chimère, tu vois. C'est un truc. Putain, après, les gens, le nombre de templates qui ont été lancés, Notion, le nombre de personnes qui ont. Parce que j'ai documenté ça et je m'en veux presque d'avoir rendu le truc presque trop. Ça semble trop simple, tu vois. L'argent rapide comme ça sur Internet, c'est trop attirant. Mais en fait, j'ai été un peu chanceux parce que j'étais un peu le premier à avoir un peu senti le bon truc au moment. Mais voilà, aujourd'hui, ça ne marche pas. Enfin, tu fais un template, enfin, tu fais quelques ventes, tu vois, mais tu vas pas gagner ta vie avec ça. Donc, c'est bien aussi de le dire, tu vois. Ouais, t'as raison. Non, t'as raison. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais, mais en fait, si tu veux, il y a quand même, au niveau des fondamentaux, ça reste vrai. Alors, peut-être pas effectivement de faire 80 000 euros sur un petit produit de 2 semaines, un mois. Mais d'abord, ça peut être un autre produit. Et je veux dire, voilà, un autre produit, un autre format, peu importe le produit en question. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée quand même du sprint, de se dire, en 2 semaines, je sors quelque chose. Alors, du coup, là-dessus, aussi, j'ai un peu théorisé après. J'ai fait un article, le Tiny Product, peut-être que tu as lu. Oui, c'est ça. Et ça a aussi inspiré plein de gens, un peu qui avaient suivi l'hyper freelance et tout. Là aussi, j'ai un peu poussé les limites. Et parce qu'après, je m'étais donné le challenge de faire genre 20 Tiny Products sur un an. Donc, un Tiny Product toutes les 2 semaines. J'ai poussé le truc, tu vois. L'avantage de ça, c'est que tu apprends à aller très vite pour avoir des concepts, faire une landing page, faire un petit lancement sur Product. Oui. Ça, tu maîtrises. Tu maîtrises. Mais c'est quand tu mets un scope, quand tu te dis, tu te donnes 2 semaines pour faire un projet, il faut comprendre que le projet ne peut être que un tiny product qui a un petit peu de revenus ou rien. C'est très limitant, tu vois, de se dire que tu peux reproduire un succès comme le Notion Pack. Enfin, c'est rarissime. Donc, tu montes un peu en compétence avec des tiny products, mais finalement, tu peux pas. C'est très dur d'en vivre. Que de ça. Et moi, j'ai essayé d'en vivre que de ça. Tu vois. J'ai essayé de pousser le truc. Très dur. Après, je pousse les gens à tester, voir eux-mêmes la limite du truc, mais faire que des tout petits produits et lancer en boucle. 2 semaines, ça te donne pas assez le temps de faire la commercialisation, clairement pas. Ça te donne pas le temps de faire grand chose finalement. Oui, mais tu vois, je suis d'accord avec toi. Que lancer une idée. Ouais, mais en fait, si tu veux, non, mais c'est important ce que tu dis. Mais il y a 2 choses. C'est-à-dire qu'il y a premièrement, effectivement, c'est pas assez de cash. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fais du product ou du tiny product, souvent c'est pas aussi rentable. Tu vois, moi j'aime bien, je reviens encore à ton modèle, tu vois, de l'hyper freelance. Au final, le cash, tu vas le faire sur du consulting. Souvent, ça va rester là-bas. Le plus simple à faire de l'argent, souvent, c'est la vente de son temps. Mais ce qui est le plus rageant quand même, c'est de se dire que tu as très très peu d'argent qui provient de revenus décorrélés de ton temps. Et un tiny product, ça veut dire même, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui ferait tous les mois 400, 500 euros, par exemple, avec des petits produits, c'est génial déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je connais quand même pas mal de personnes qui vivent, alors pas essentiellement, mais qui vivent entre autres de l'affiliation, qui vivent entre autres je sais pas, un peu d'apport d'affaires. Et tu prends dans mon domaine, par exemple, en tant que consultant SEO, j'ai un petit peu, pendant trop longtemps, dénigré ce que j'appellerais, tu vois, même les petites sources de revenus, en me disant je préfère largement vendre, je sais pas, 20 000 euros, 30 000 euros d'une prestation SEO sur un an, que de m'intéresser à quelque chose qui va me faire gagner 200 euros, 300 euros. Et en fait, je me rends compte que c'est un peu ridicule, parce que certes, c'est ce qui me fait vivre, c'est le consulting, mais en fait, tu peux très très bien gagner en pertinence, parce que d'abord, tu es amené à faire de l'apport d'affaires naturellement auprès de tes clients, donc ça, tu t'éloignes pas du consulting. Tu fais de l'affiliation, c'est un peu normal. Tu peux même t'amuser à faire des sites SEO, à avoir des actifs numériques de qualité, et développer des tiny products. Si c'est pas ta source principale de revenus, j'ai envie de dire, il y a encore une fois un cercle vertueux, et c'est presque naturel d'en faire. Aujourd'hui, tu vois, je suis assez focus là-dessus en me disant, allez, même si c'est peut-être 5% de mon temps ou 10% de mon temps, ce sera pas beaucoup d'argent, mais c'est un lien direct. Je te donne un exemple. J'ai un outil que j'ai adoré. Je peux tout à fait le contacter, lui dire tiens, si on fait un partenariat, consulte, voilà, ben tiens, je fais un article dessus, l'article fonctionne. Pas trop difficile de ranker sur cet article et je peux gagner un peu d'argent. Alors combien ça va me faire gagner? Peut-être pas énorme. L'année dernière, tu vois, je te donne un exemple. J'ai un outil que j'aime bien, que je conseille à des personnes. En affiliation, l'année dernière, j'ai dû faire 2 000 euros. Alors, c'est pas énorme, mais
pour moi, ça me paye quelques billets d'avion, ça me paye, je sais pas, quelques petites prestats ici ou là. Et finalement, le temps que j'ai passé était très faible. Donc au final, vivre du produit, c'est très dur. Mais avoir des petites sources de revenus supplémentaires, je sais pas, après les autres tiny products, combien ça te gagne, combien tu gagnes, mais c'est pas négligeable. C'est pas ridicule. Mais c'est clair, c'est pas négligeable. C'est alléchant. C'est une petite rente. T'as un appart, tu le, voilà. tu le loues et t'as ta rente et c'est agréable, quoi. Et je veux dire, à part ça, ça te permet aussi, tu vois, je sais que sur Super Creative, aujourd'hui, il y a combien d'outils sur Super Creative? Alors, justement, il y en a 18. Ah, il y en a 18 aujourd'hui? Ouais. Ah d'accord, je pensais qu'il y avait une dizaine, tu vois. Ouais. Mais tu vois, je suis sûr, intuitivement, je me dis, il y a la loi de Pareto qui doit marcher là-dedans. Bah voilà, exactement. Et tu dois te dire, peut-être sur les 18 outils, il y en a 3 qui cartonnent, et puis 2-3 qui marchent bien, et tu n'aurais pas parié dessus, et tu vas avoir 2-3 belles déceptions. Mais du coup, c'est là où... Dans notre échange, là, il y a un peu ce côté. Moi, j'ai écrit des trucs qui ont inspiré des gens, et là, maintenant, je vais un peu à l'encontre de ce que j'ai pu écrire, ou en tout cas, je dis, les gars, regardez, il y a plein de limites et tout. Et là-dessus, sur les tiny products, j'ai vraiment vu les limites aussi. C'est-à-dire que donc, j'étais hyper freelance, j'avais les 3 trucs, j'ai lancé le Notion Pack. Oui. Et je me suis dit, putain, c'est génial de faire plein de petits produits, je vais faire que ça, quoi. Okay. Donc, j'ai arrêté de prendre des clients. Et je faisais à chaque fois quand on me demandait en freelance, je redirigeais vers une personne de mon réseau, je prenais une commission ou un truc comme ça. Donc j'arrivais quand même à capitaliser un peu sur ces opportunités-là. Sur les formations, le contenu, j'ai commencé à ralentir et j'ai fait que des produits. Donc ça fait maintenant 1 an et demi que je fais que des produits. Et maintenant j'arrive un peu à la fin de cette phase-là. Aussi. Okay. Et donc on en avait parlé brièvement la dernière fois, mais là maintenant il est question de revendre. D'accord. Revendre ses produits pour passer encore un nouveau modèle. Et là, par exemple, sur Super Creative, tu as 18 produits. À part le Notion Pack, c'est quoi les 2-3 autres produits phares? Donc l'idée, c'est surtout ces produits, c'est imaginer un peu toutes les étapes de la vie d'un freelance. Créer son statut, trouver son premier client, donner un prix, faire une presta avec ce client, faire son portfolio, tout ça. À chaque fois, c'était de faire un produit pour assouvir ce besoin, tu vois. Okay. Répondre à ce besoin. Donc, un des produits qui était assez novateur, qui continue à très bien marcher, s'appelle Instaprice. Okay. C'est une calculatrice de prix pour freelance. Donc, tu arrives sur cette interface. Et tu dis, voilà, moi je fais des logos, je fais un site pour un client, fais-moi un découpage de ce que je peux facturer. C'est un petit projet pour une grosse entreprise, le niveau de complexité est assez faible, tu vois, tu as plusieurs variables. Tu dis où tu habites, tu dis, donc c'était en France, aux États-Unis, et ça va te faire un prix recommandé, un prix moyen. Qui est basé sur quoi en fait? Qui est basé sur plein de données qu'on a récoltées en ligne. On a fait une énorme base de données, plein de prix moyens, et on a fait après des médianes. Et donc, on peut te dire, voilà, sur ce type de prestation à cet endroit-là, tu peux facturer à peu près ce prix-là. D'accord. Parce que ça, tu penses qu'il y avait beaucoup de freelances qui avaient énormément de mal à identifier le bon prix. Ah, ça, c'est... Quand tu es un nouveau freelance ou quand tu es une agence et que tu commences à diversifier tes offres, tu sais pas combien facturer sur d'autres prestats ou sur des nouvelles prestats. Donc ça c'est vraiment... surtout que c'est vrai que je me rends compte même personnellement, par exemple, sur une nouvelle offre, super compliqué. Tu sais pas. Donc tu peux faire... tu as toujours plusieurs façons. Tu peux demander à des potes. Tu peux sortir un peu le prix de tes fesses, quoi. Tu peux dire, je sais pas trop, à peu près ça. Tu peux faire un calcul un peu par rapport à un TJM. Tu vois, un temps passé. Ça me prend à peu près 2-3 jours. Et souvent, c'est un bon moyen. Enfin, ça te donne un chiffre, tu vois. Mais c'est vrai que commence avec ça, mais si c'est basé sur des données, c'est intéressant parce que tu as une idée. C'est un point de plus. Nous, on dit avec cet outil-là, on dit pas, il faut que tu factures ça. On dit, voilà, c'est un énième moyen de te donner la confiance de facturer. Un peu comme sur Airbnb qui te dit, voilà, tiens, à quel prix tu devrais te positionner. Eux, ils ont les données qui sont pratiquées dans la zone. Ils te disent, tiens, si tu pourrais faire ça. Soit l'augmenter, soit le baisser, en fait. Nous, c'est assez cool, c'est plutôt augmenté pour les nouveaux freelances. Ouais, ça m'étonne pas. En général, on crée
pas mal de valeur. Tu vois, si on te dit, genre, bon, tu vois, quelqu'un qui se lance en freelance, qui connaît pas trop le monde du business, qui a pas de bossé, il va dire, oh bah vas-y, je vais faire ce site pour 300 €. Tu dis, ah, attends mec, tu te rends pas compte, tu vas passer beaucoup de temps, là t'as à perte, quoi. Donc voilà. Non mais ça c'est vrai parce que t'as quand même pas mal de, je le vois moi-même, c'est qu'on a quand même deux choses. C'est que d'une part t'as des clients qui sont quand même assez avertis, qui ont l'habitude de bosser avec des freelances, il faut pas que ce soit ridicule. Et d'autre part t'as raison, c'est que t'as des freelances qui se lancent et qui ont gardé un peu une mentalité salariée où ils étaient parfois à 20 € de l'heure au final. Ils disent ok ça va me prendre 3 jours, ils vont dire je fais 7 heures, ils vont dire ça me fait 20 heures, il faut faire 400 €, tu vois. Alors qu'en fait c'est pas possible. D'abord ils ont pas forcément conscience des charges que ça représente, des outils, des investissements qu'ils ont fait, du coût d'acquisition client. Et des prix pratiqués sur le marché. C'est vrai que je me rends compte. Et ça, pour ça, un des outils, une des briques de Super Creative. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, sur Super Creative, demain, tu le vends. Qui pourrait être intéressé pour toi? C'est quel type tu veux dire d'entreprise qui achète la propriété intellectuelle? Parce que je viens de commencer ce processus-là. Je vais sur un site qui s'appelle acquire.com. Ah oui, je vois. Ouais. Il y en a un autre qui s'appelle flippa.com que je vais regarder un peu. Donc voilà, t'as des valos. Ça me fait penser, tiens, Benjamin, Ben, il faut que je te présente Kevin Jourdan. Je t'avais parlé de Kevin Jourdan. Ouais, tu m'en avais parlé. Ouais. Alors, j'ai pas parlé de toi, mais lui, il connaît bien Flippa. Et je crois que Flippa a investi. J'ai vu son site, il faudrait que je le contacte, c'est vrai. Et on a mangé ensemble il y a un mois. Ouais. Donc, c'est un gars très sympa. Ouais. Et il pourrait pas mal t'aider. Ouais, carrément, faut que je lui parle. T'as raison. Kevin Jourdan. Il vit dans les Vosges. Garçon très sympa. Et en plus, il est bon là-dedans, il connaît bien, il peut bien te guider. Ouais, il a l'air bon. Et bah, tu vois, pour l'anecdote d'ailleurs, l'année dernière, j'ai accompagné un client dans la vente de son site e-commerce avec Kevin. Mais en fait, j'ai fait juste une mise en relation. Alors, je peux le dire là, voilà, devant la caméra. L'année dernière, donc c'est un site qui a été vendu 400-500 000 € à peu près, j'imagine. Je connais pas le prix de la transaction exact. Dot Market, c'est le site de Kevin, a pris sa commission de fees là-dessus. Je sais pas comment. Voilà. Et pour la mise en relation, il m'a envoyé un virement, tu vois. Donc là, moi, j'ai touché peut-être 2000-2500 €, je me rappelle pas très bien. Mais en fait, ça m'a pris 5 minutes, tu vois, une mise en relation simple. Alors, je suis content parce que c'est un site en SEO avec lequel j'avais pas mal travaillé et que ça a été super bien valorisé, ce boulot. Donc, finalement, j'ai participé d'une certaine façon à la vente d'un site d'un de mes clients en SEO. Et c'était super cool, quoi, c'était sympa. Et encore une fois, tu vois, ces 2000 €, c'était complètement décorrélé de mon temps. Et aujourd'hui, tu vois, je me dis, pour moi, Kevin, ça devient un partenaire. C'est un partenaire, je vais en parler, j'aimerais bien, tu vois, l'inviter aussi. c'est un sujet. Et donc, du coup, Super Créatif demain, toi, tu passes à autre chose. Peut-être pas d'ailleurs hyper freelance cette fois-ci. Toi, demain, t'as vendu, tu fais quoi? Donc déjà, je veux m'assurer que tous ces outils sur lesquels on a bossé avec soit de développeurs, soit par moi-même, je veux qu'ils soient dans de bonnes mains, tu vois, ça continue à... Parce qu'en gros, quand tu es dans le business de lancer des trucs, t'as pas le temps de faire grandir les trucs. Oui. Moi, j'aimerais trouver des gens qui sont ambitieux et qui veulent prendre chacun de ces outils et en faire des trucs super. Okay. Donc ça va me prendre des mois pour trouver les bonnes personnes. Et voilà, je vais y passer le temps qu'il faut. Et moi, j'ai envie de continuer un peu d'être dans le monde de l'outillage, tu vois, et dans tout ce qui est... parce que, des outils, de façon assez générale, et de la formation aux outils. Les outils, c'est quoi la définition d'un outil? De façon assez vague, c'est peut-être juste un objet qui a une utilité, quoi. N'importe quoi, finalement, pourrait presque être un outil. Mais un outil crée le potentiel et crée, finalement... il crée le potentiel. C'est-à-dire, c'est parce que tu as un stylo dans la main que tu vas avoir des idées de dessin. Oui. Tu vois, la créativité ne vient pas de nulle part. Elle n'est pas ex nihilo. Elle vient par les outils. Et donc, cette relation entre les gens, les outils et leur création-là, ça m'a toujours fasciné. Et j'ai envie de creuser quelque chose là-dedans. Donc, outils numériques ou bien même outils surtout numériques, ouais. D'accord. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, de toute façon, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas fait des études d'ingénieur, mais c'est vrai que je reste fasciné des gens qui ont une bonne compréhension, qui arrivent à créer du produit ou un outil, et qui après l'outil est utilisé, il est amélioré, donc ça, c'est demain, c'est rester dans l'univers de l'outil, mais peut-être sous un autre format, peut-être pas seul cette fois-ci. Exactement. Pas seul, exactement. Là, ça veut dire qu'en fait, ça fait déjà
comme si tu avais été un peu hyper freelance, un peu trop seul. Ouais. Et là, maintenant, tu te dis, tiens, si je reste dans l'outillage, mais de manière un peu plus collective avec d'autres. Ouais. Moi, je veux être ensemble. Ensemble. Outils ensemble, c'est intéressant. Ben, c'est tout le mal que je te souhaite, en tout cas. Non, on va continuer à te suivre. Et si les gens veulent te suivre, etc., donc c'est la meilleure manière de te contacter Alors, sur Twitter, sur X, ça fait un peu site bien, regarde. Voilà. Je suis Ben _ Isen, I2SEN. Et c'est tout. Et en fait, on te trouve pas sur LinkedIn, en fait. En fait, t'es sur LinkedIn, mais t'es pas actif. T'es plutôt sur Twitter, je suis de moins en moins actif. Mais, d'accord. Parce que c'est un peu le truc. Enfin, c'est là où aussi je reviens un peu sur un des trucs auxquels j'ai vraiment cru pendant longtemps. C'est se dire, quand quelqu'un crée, est-ce qu'il a vraiment le temps de partager ce qu'il fait? Donc oui, si tu vois, tu passes ta journée à créer un truc et puis tu prends 5 minutes à en faire une petite vidéo et le mettre en ligne, c'est possible ça. C'est possible, les gens le font, le building public, le design public, très bien, mais c'est pas facile d'avoir ce muscle-là. Et là, je l'ai un peu perdu sur les derniers mois. Je partage beaucoup moins ce que je fais. J'aime bien cette idée de bien faire, laisser dire, tu vois. C'était un peu le but. En fait, moi, je t'ai découvert dans ton article. Ouais. Je t'ai écouté dans un podcast de Thomas Burbidge, où je lui ai dit, tiens, c'est marrant comment il traduit ça en français. Parce que je l'avais lu ton article en anglais. Ouais. Et ensuite, je t'ai revu récemment dans une vidéo de Elliot, je crois. Ouais. Donc en fait, c'est vrai qu'on t'invite et on va te réinviter. Donc on va suivre tout ça. Merci Ben encore. Ouais, merci Emmanuel. Merci à toi. À bientôt. Salut. Salut.